Cosa Vostra. Il y a beaucoup d'élèves, de candidats qui arrivent et qui disent moi je viens parce que à la sortie de l'école, dans mes rêves, je voudrais créer telle start-up de l'information à destination de tel marché. Alors c'est souvent des internationaux d'ailleurs qui disent ça parce qu'ils viennent d'un pays dont ils connaissent bien le marché et puis ils se disent je vais venir en France pour apprendre des choses puis après j'y retournerai. Mais c'est vrai aussi d'un certain nombre de Français. Voilà, on parlait de Mélissa Bounois, Charlotte Pudlowski, Victoire Tuaillon. C'est venu après l'école. Mais je crois qu'en fait, nous, notre mission, c'est de semer des graines. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par Alice Antôme. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Alice est la directrice de l'école de journalisme de Sciences Po et la correspondante en France du Reuters Institute qui édite chaque année un rapport sur les tendances dans les médias. Donc dans cet épisode, on va évoquer quelque chose qui est important dans un média, le journaliste. Comment on le forme en 2020, un journaliste. On va parler de journalisme entrepreneur, on va parler également de tendances et de conseils pour les médias, puisqu'Alice a été pendant plusieurs années la directrice de la prospective à Sciences Po. Voilà, vous savez, dans Mediarama, mon sujet à moi, c'est tous les retours d'expérience, tout ce qui fait qu'un média peut réussir, que ce soit son contenu, sa distribution, la techno, l'innovation. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à l'humain qu'on va s'intéresser. Comment on forme un journaliste? Qu'est-ce qui fait qu'on a les bonnes skills pour réussir et entreprendre dans les médias? Alice, bonjour. Bonjour. Donc, comme je le disais, donc toi, tu as un parcours quand même de journaliste à la base. Tu es passé par Le Monde, par Télérama, chez 20 minutes, après une formation de Hippocagne et Cagne. Aujourd'hui, donc tu es depuis, je crois, une petite dizaine d'années à Sciences Po, école de journaliste. Est-ce que ça te manque pas le terrain aujourd'hui? Par rapport à tes expériences, qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné shifter de la pratique à l'enseignement et la réflexion autour des médias? Comment est-ce que tu évalues ton parcours pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Mais c'est vrai que ça fait 10 ans cette année que je suis à l'école de journalisme de Sciences Po. Je suis arrivée en février 2010. Après voilà une petite dizaine d'années dans les médias, notamment en ligne, ce qui à l'époque était encore assez marginal, ou en tout cas qui se créait et avec lesquels les rédactions, les journalistes n'étaient pas encore complètement habitués à vivre à ce moment-là. Quand je suis arrivée à l'école de journalisme de Sciences Po, je connaissais déjà cet endroit puisque j'y enseignais depuis 2007. Donc mes 3 dernières années en tant que journaliste spécialisée, puis rédactrice en chef adjointe à 20minutes.fr. Et donc, je connaissais déjà cet endroit. Et ce qui m'intéressait dans cet endroit, c'est que ça avait un peu un aboutissement naturel pour moi, puisqu'on y parlait de numérique. Et on était dans la transformation de l'information donnée aux journalistes par le prisme du numérique. Et c'est cette partie qui me plaisait, puisque moi, je couvrais particulièrement les sujets numériques, des écrans, ce que ça changeait à notre société déjà dans les rédactions précédentes. Et ça me paraissait un peu logique finalement de l'adapter aux formations qui étaient délivrées. Pour ce qui est du terrain, je n'en manque pas puisque on continue à aller beaucoup sur le terrain même quand on est dans une école, même si c'est pas forcément l'image que peut renvoyer cette marque parfois un peu intimidante qu'est Sciences Po. Donc sur cette partie-là, on va dire que j'ai pas de frustration. Ce qui était difficile pour moi en 2010 et 2011, c'était de ne plus avoir l'adrénaline de l'actualité, puisque moi je suis quand même une énervée de l'actualité, comme parfois les élèves ont pu le voir. J'aime beaucoup le temps réel de l'info. J'aime beaucoup voilà l'adrénaline que ça crée.
Qu'il y a dans une rédaction, ouais, ça fait un peu la ruche. Voilà, exactement. Et c'est cette partie-là qui, pour moi, a été le plus grand changement finalement, puisque même dans une école, même si on leur fait couvrir des actualités avec de la pression temporelle, des échéances, puis on publie pas sur un intranet, on publie pour de vrai en ligne, donc ils sont confrontés aux réactions de l'audience. Malgré tout, ce tempo-là a pu me manquer au début, même si j'y ai trouvé évidemment d'autres intérêts, un peu plus de longueur, un peu plus de réflexion. Et puis quand même un rythme de vie, il faut reconnaître, un tout petit peu moins intense que ce que j'avais pu connaître à l'époque. J'imagine. Et alors, c'est vrai que toi, tu écrivais donc beaucoup, comme tu le dis, sur le numérique, sur les écrans. La petite aparté, c'est vrai qu'en fait, c'était très nouveau à l'époque. Est-ce que aujourd'hui, ça continue, c'est encore un sujet qui vend dans les médias? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore avoir une rubrique qui parle des nouveaux médias, des écrans, ou est-ce que c'était une phase, le temps que tout le monde un peu découvre tout ça, où aujourd'hui, en fait, bon, bah, c'est intégré, la presse, les médias ont changé, on est sur du numérique, c'est un peu acquis quelque part, et ça peut plus être une rubrique en tant que telle dans un média, sauf dans les médias spécialisés dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui traitent des médias pour les médias, quelque part des médias un peu B2B. Oui, bah, c'est vrai que maintenant c'est partout tout le temps le numérique, c'est transversal. D'ailleurs, je n'écris plus puisque pour moi, c'était pas forcément opérant de dire bonjour, il existe du numérique en silo à côté de vous, vous ne le voyez pas, qui était un peu voilà les débuts du numérique pour la presse, pour les médias audiovisuels ensuite. Mais on est heureusement bien sorti de cette période. Donc maintenant, les questions qui se posent, c'est plutôt des questions liées au business, liées finalement à l'entrepreneuriat dont on va parler plus tard. Et puis cette dimension quand même multimétier qu'on avait peut-être assez peu au démarrage, qui est en plus de l'expertise numérique que tout journaliste doit avoir, cette idée de aussi avoir une dimension regardante un peu vers du graphisme, vers les aspects business d'un média que peut-être on n'enseignait pas tant que cela avant et qui n'était pas si fréquent dans une rédaction. Donc voilà, en gros, ça a un peu évolué, heureusement, et aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire sur la transformation finalement d'une organisation telle qu'une entreprise de presse, mais ça va bien au-delà de la seule question du numérique. Ouais, clairement. Mais c'est intéressant effectivement, et c'est une bonne préparation pour la partie sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça a changé. On n'est plus juste dans l'observation. Maintenant, c'est plus, comme tu le dis, la transformation, l'organisation, les aspects business qui sont donc effectivement, en tant que journaliste, moins intéressants à expliquer au public, mais qui sont toujours fondamentalement là pour bah, les journalistes, les médias, et puis donc l'importance. Et ça s'apprend donc dès l'école de journalisme. Donc là, c'est là que je voulais parler un peu de Sciences Po. T'en parlais, c'est vrai que c'est une marque qui peut intimider. Il y a toujours cette aura autour de Sciences Po, et en préparant ça, je me faisais vraiment là cette réflexion. T'as l'impression que, je vais pas dire que c'est une caste, mais c'est quelque chose d'un peu à part, Sciences Po. Donc on voit bien pour travailler dans les médias, c'est les écoles un peu traditionnelles, même pointues, le SJ Lille, le CFJ, CFPJ. Comment est-ce que tu pourrais présenter, comment se positionne Sciences Po? Donc toi, tu le connais maintenant très bien puisque tu en es la directrice exécutive, tu as été enseignante, responsable de la prospective. Qu'est-ce qui fait la différence entre Sciences Po et l'ESJ Lille? Est-ce que c'est vraiment des façons de penser différentes? Est-ce que ce sont juste quelque part des marques différentes mais qui enseignent aujourd'hui à peu près la même chose? Comment tu positionnes un peu tout ça? Bah, déjà, on est plus jeune. Alors, je dis pas ça en l'air, puisque en fait, l'école de journalisme de Sciences Po, elle a été créée en 2004. Et finalement, pour une école comme la nôtre, c'est plus facile quelque part d'embrasser la transition numérique quand on est né en 2004 avec déjà l'Internet. 2 ans plus tard, les premiers YouTube et Dailymotion qui arrivent. Par rapport à une école comme l'ESJ de Lille, qui est beaucoup plus ancienne, qui a un réseau immense de diplômés, qui est en effet la première école de journalisme en France. Notre chance, c'est qu'on n'a pas eu besoin de faire une révolution numérique, puisque dès la création de l'école de journalisme de Sciences Po, dans l'ADN, il y avait du numérique. Donc, en termes de transition, c'est très différent comme approche. Eux, ils ont dû, et ils le font encore, modifier leur curriculum, etc. Et à Sciences Po, Ouais. notre chance, c'était que dès le départ, il y avait du numérique partout, obligatoire pour tout le monde, c'était pas une spécialisation.
et on le maintient aussi encore aujourd'hui comme tel. Le numérique, pour tout le monde, même ceux qui veulent faire un peu plus de métiers liés à l'image, nous, jamais on a dit on a une spécialisation télévision, une spécialisation radio, ça n'a jamais existé. Ce qui existe chez nous, c'est on peut se rapprocher plus des métiers de l'image, mais l'image pour nous, c'est autant la télévision linéaire que des vidéos sur YouTube, des stories sur Instagram, la partie photo. Pour nous, c'est le monde de l'image et de la production audiovisuelle, et y compris ce que ça veut dire production, faire un conducteur, caler des moments et un peu comprendre comment ça fonctionne la production, aussi sous l'aspect business des choses. C'est ça que l'on va enseigner. Et peut-être pour nous, ce point-là était plus facile du coup à enclencher, on va dire, dans nos maquettes pédagogiques, puisque c'est comme ça que ça s'appelle les programmes que l'on établit, que lorsque on a plus d'ancienneté, même si évidemment l'ancienneté vous apporte aussi d'autres choses. Le LJ de Lille a évidemment, voilà, cette fierté et que l'on voit partout d'avoir plus de journalistes diplômés dans le paysage médiatique que nous, puisque nous, on est à 751, eux, ils sont sans doute à beaucoup plus. Mais on va dire que, voilà, pour l'aspect transition numérique, agilité sur ces sujets, c'était un avantage dans notre naissance. Vous êtes presque des pure players en fait de l'école de journalisme. Donc vous avez en fait c'est vrai que je dis ça mais c'est un parallèle qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à vous débarrasser un peu de cet ancien monde ou de cette transformation que les médias ont à faire où c'est long etc. Vous vous êtes lancé directement sur le digital presque comme un média. Donc ça c'était plus facile, et notre autre avantage c'est que quand même on est lié à cette grande maison qui est Sciences Po, qui a beaucoup changé et évolué au fur et à mesure des années, qui en effet est une marque qui a pu faire peur dans le passé, étant considérée comme avec des élèves plutôt issus de classes sociales très favorisées. D'énormes efforts ont été faits. On est sans doute l'école qui recrute le plus d'étudiants boursiers aujourd'hui, qui payent 0 € de frais de scolarité et qui ont vraiment des aides qui n'existent nulle part ailleurs, justement pour avoir de la diversité ensuite dans les médias, dans les recrutements que pourront faire les médias, et ça commence par les écoles. Et là-dessus, voilà, notre grande force aussi, c'est d'être évidemment sous la tutelle de Sciences Po, qui est une maison qui quand même a 14 000 élèves par an sur différents campus, pas qu'à Paris et aussi en région. Alors nous, on est une petite antenne au milieu de cette grande maison, mais c'est aussi une chance dans le sens où on va côtoyer d'autres écoles qui sont spécialisées sur les affaires internationales, sur le droit, sur les affaires publiques. Et en termes de nourriture intellectuelle, pour couvrir des sujets quand même qui sont compliqués, la transition écologique, le Covid, les crises sanitaires comme on les vit en ce moment, avoir l'apport de laboratoires de recherche internes à Sciences Po et de l'expertise des enseignants qui sont aussi parfois en dehors de notre école de journalisme et qui collaborent avec nous, c'est vraiment un apport très précieux qui normalement doit nourrir les élèves une fois qu'ils seront sur le terrain pour couvrir en effet les changements climatiques, les transitions écologiques des sociétés, les crises sanitaires et j'en passe. Ouais, effectivement. Donc c'est un peu la force voilà la communication un peu entre les différentes écoles de Sciences Po et puis la force du réseau. Tu citais le nombre d'anciens élèves que tu connais a priori précisément. Je crois que 751, tu disais. C'est aussi ça une des forces de Sciences Po, c'est le réseau des anciens. On continue un peu d'être marqué par cette école et puis il y a une espèce d'entraide qui existe. Oui, ce qu'aiment les diplômés, parce que on essaye de leur parler le plus possible, en tout cas dès qu'ils nous sollicitent. Et j'ai une étudiante, enfin une ancienne étudiante, qui disait ce que j'ai aimé dans mon expérience à l'école, c'est que tous les étages de la direction, entre nous on s'appelle le 3e étage puisque nous sommes situés au 3e étage, est capable de nommer avec le prénom chaque élève. Et ça, voilà, c'est une marque d'attention, mais c'est bien normal puisqu'on a des promotions qui sont quand même d'ampleur humaine, qui nous permet de bien l'identifier, non seulement le prénom évidemment, mais aussi, et c'est peut-être plus important, le projet professionnel de l'élève pour essayer de l'aider au fur et à mesure de ces 2 années, peut-être 3 années si l'élève fait une année de césure, jusqu'à l'aboutissement de son rêve. En tout cas, on ne va pas rester dans le domaine du rêve. On va essayer de construire
en se disant voilà, qu'est-ce qui manque, quels sont les obstacles pour la réalisation de ce rêve, pour essayer le plus possible d'aboutir à l'objectif de l'élève. Et parfois, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur, parfois quelques inquiétudes, mais au final, c'est ça le projet et l'objectif de l'école. Et en tout cas, oui, nos diplômés, certains d'entre eux disent que leur très grand plaisir, c'est d'avoir pu être identifiés et de ne pas être un numéro, évidemment, dans un grand ensemble, mais d'avoir oui, une personnalité qui était reconnue comme telle, un nom, un prénom et surtout un projet dont on espère qu'on les a aidés à le faire se concrétiser. J'imagine bien. Et justement, donc pour accompagner tous ces élèves en travail, donc j'ai vu évidemment qu'il y avait pas mal de liens avec la prospective, et j'imagine ce que tu fais sur le Reuters Institute of Journalism, euh, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une espèce d'état des lieux du journalisme numérique qui est euh, publié chaque année, avec à chaque fois un focus par pays. Et donc toi, tu es celle qui vient alimenter la page pour la France, un peu c'est ça, un peu cet état des lieux. J'ai vu aussi des partenariats avec Google. J'ai vu l'organisation chaque année des nouvelles pratiques du journalisme que vous organisez. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de Sciences Po, ce côté très prospective, être dans les tendances, ce que tu vraiment incarnais quand tu étais sur la prospective. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu en fais encore comme tu es directrice exécutive? Comment est-ce que vous alimentez un peu vos étudiants sur toutes ces tendances? Alors, on a la chance, en effet, d'être très encouragés dans Sciences Po à collaborer et à se nourrir intellectuellement, puisque on va avoir des temps où on va aller faire un voyage d'études, une petite mission d'une journée, un déplacement. Moi, si vous voulez, je fais des stages d'observation en quelque sorte dans plein d'antennes pour comprendre comment ils travaillent. Quels sont leurs besoins. On passe beaucoup de temps aussi à faire des auditions de différents secteurs, chasseurs de tête, des gens qui travaillent sur le business, dans la publicité, des journalistes bien sûr, euh, plein de personnalités de tous les niveaux d'ailleurs et de tous les domaines pour essayer de comprendre comment le monde évolue et pour adapter notre formation à ces demandes, parce que évidemment l'objectif, c'est pas faire une école de journalisme pour le plaisir, c'est pour trouver un boulot à la fin, et c'est notre promesse, et ça oblige à apprendre un certain nombre de compétences qui n'étaient pas celles d'il y a 10 ans, et à continuer à faire évoluer tout cela. Nos étudiants, ils nous disent toujours qu'on a la bougeotte parce qu'on n'arrête pas de changer nos maquettes pédagogiques. Mais on le C'est fait un peu pas une pour question le de survie plaisir aussi. Ouais, non, c'est de ça. les remuer, Et de- voilà. C'est pas une question comme ça pour nous faire plaisir parce que c'est beaucoup plus ambitieux que cela, c'est pour les servir. Et même si ça crée effectivement beaucoup d'appréhension d'avoir autant de changements, quand on constate que le Guardian ne recrute plus que des développeurs et plus de journalistes, évidemment, on se dit bon d'accord. Alors pour qu'on puisse être recruté par le Guardian quand on sort de l'école de journalisme de Sciences Po, qu'est-ce qu'on doit changer pour que ça soit possible? Donc voilà, ça va être par exemple un long entretien qu'on va faire avec ceux qui s'occupent du recrutement au Guardian pour ensuite savoir ce que nous on doit changer pour être en capacité de avoir des étudiants qui sont capables d'intégrer cette rédaction si les nouveaux seuils de compétences et nouveaux critères ont évolué et ils l'ont fait. L'autre point qui est très important pour nous, c'est d'être une passerelle entre le monde de la technologie et le monde de l'éditorial. Ces deux mondes sont réunis, sont liés. Et ici, dans cette école, c'est un des premiers, enfin, on va dire, c'est vraiment un état d'esprit que l'on considère très important. Les outils sont nos amis, ce ne sont pas des ennemis. Et la technologie nous aide à réaliser nos ambitions éditoriales, et jamais l'inverse. Et donc, en effet, travailler avec des plateformes, on le décide ou on le refuse, mais avant de le décider, on doit savoir comment ces plateformes fonctionnent. On doit comprendre les grands axes des algorithmes, leurs petites faiblesses. Enfin, j'en parle comme si c'était des êtres personnifiés, alors que justement, on leur apprend que ce ne sont pas des êtres et qu'ils sont paramétrés par des humains, certes, mais ils n'ont pas de conscience.
Mais voilà, on a des cours sur les algorithmes pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne sous le capot, pour que nos élèves ne soient pas que des producteurs de contenu qui iraient dans des tuyaux, mais qu'ils soient capables de comprendre le fonctionnement des tuyaux aussi. Et vos élèves, ça l'entendent bien? Parce que alors, nous, chez Cosa Vostra, on côtoie beaucoup de médias et j'aimerais te dire que tous les producteurs de contenu pensent comme ça, mais c'est vraiment pas le cas. Je veux dire, souvent, c'est quand même assez séparé. On a un responsable du produit, un responsable de la distribution maintenant, on commence à voir. Et alors, voilà, j'ai pas rencontré tous les journalistes de France et de Navarre, mais j'ai quand même encore cette image à quelques exceptions près, du journaliste qui produit son contenu. Il sait qu'il doit le mettre sur Internet, hein, évidemment, mais savoir comment ça fonctionne, l'algorithme, et même pas forcément l'appétence d'aller ouvrir ce capot dont tu parles. Moi, ça me paraît fondamental, mais est-ce que le journaliste, alors c'est un peu de la provoque, mais il est pas encore dans sa tour d'ivoire à se dire le contenu au-dessus de tout, et une fois que j'ai fini et que j'ai signé mon papier, c'est plus vraiment mon job. Alors, heureusement, on n'en a pas des élèves comme ça, ou du moins, si nous en avions, ils resteraient candidats. Pour dire les choses, ils Poliment. resteraient candidats et voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut pas mentir sur la promesse qui est faite, parce que quelqu'un qui penserait, voilà, le profil là qui vient d'être décrit, il sera très malheureux chez nous. Et 2 ans d'études très intenses, quand on est très malheureux, voilà, ça va pas donner un bon résultat. Donc on a la chance, nous, de pouvoir sélectionner nos candidats. Alors à la fois, c'est un moment très dur pour les candidats parce que c'est beaucoup de stress. Quand ils n'ont pas eu l'admission, en effet, c'est très dur. Ils se représentent souvent l'année suivante et on les suit et on a une attention particulière évidemment pour eux. Mais parfois, nous ne les prenons pas parce que il y a un manque ou une lacune académique. En réalité, c'est parce que parfois ils n'ont pas compris le projet de l'école et qu'ils se sont trompés de formation. Et ça, il vaut mieux qu'on se le dise avant, parce que sinon ça ne donnera rien et on pourrait avoir même, j'imagine, des démissions. Alors ça ne nous arrive pas parce qu'on fait très attention. Le moment des admissions, c'est finalement un des moments les plus importants de la vie d'une école. Euh, mais voilà, il faut pas se tromper de l'endroit où on atterrit. Et si on postule à l'école de journalisme de Sciences Po, c'est parce qu'on aime le numérique, parce qu'on croit que la technologie, on peut influencer un certain nombre d'interfaces, les penser pour réussir à avoir des ambitions éditoriales assez poussées, mais pas l'inverse. Et si on n'est pas prêt à faire ça, c'est vrai que un élève risquerait, voilà, d'être plus que malheureux, quoi. C'est-à-dire ne pas comprendre finalement là où on veut l'emmener. Donc ça se fait surtout à l'admission, cette partie-là. Et après, le deuxième point, c'est quand ces élèves-là à qui j'espère on a pu apprendre à ne pas penser en silo, arrivent dans des rédactions ou tout type de médias. Il y a des médias qui, en effet, ne pensent plus en silo, et donc on peut être à la distribution, un peu au produit et aussi à l'éditorial. Et puis, il y a des rédactions où c'est encore, en effet, très top-down, très siloté. Le mot n'est pas français, mais peut-être on comprendra l'idée. Ouais. Et là, c'est un peu dommage parce que voilà, c'est un peu dommage parce qu'en réalité, beaucoup de diplômés seraient prêts à cette transversalité, mais sont peut-être un peu freinés parce qu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ils sont intimidés, c'est souvent leur premier emploi, donc évidemment, il n'est pas question de faire tout voler en éclats dans une organisation. Et au fond, on perd un peu, voilà, l'intérêt d'avoir un jeune diplômé dans une organisation, mais voilà, je crois que quand même les rédactions en ont de plus en plus conscience et font des efforts pour essayer d'évoluer là-dessus, mais en effet, on n'est pas encore pour certains endroits, c'est parfois Il y a, encore il un y a- ouais, tout il y a petit encore peu un peu trop de travail. traditionnel. C'est ça, mais c'est aussi les challenges justement de vos jeunes diplômés, c'est de garder un peu cette envie de casser les silos, donc ces cloisons, et puis d'insuffler un peu cet esprit. Et c'est presque un esprit. Alors, avant de parler justement, j'allais parler d'entrepreneuriat et passer à la partie suivante, mais je voulais quand même un peu faire. Tu parlais de médias, du Guardian, faire une comparaison avec le monde, pas une comparaison, mais le monde anglo-saxon. Est-ce que c'est toujours de là que viennent les inspirations, les tendances, etc. Donc j'ai vu en travaillant, puis j'ai interrogé des gens de mon réseau qui sortent
sortent de Sciences Po École de journalisme qui disaient qu'il y avait eu des intervenants mais assez fous en termes de qualité qui venaient quand même souvent d'Angleterre, des États-Unis, etc. Il y a toujours cette différence, c'est les 18 mois d'avance qu'on a là-bas, ou est-ce qu'ils ont une capacité de se poser et de sortir les idées plus importantes que nous? Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question qui est pas si simple finalement. Donc déjà, il y a la question de la langue. C'est-à-dire que moi, je vais le dire très franchement, je ne suis pas capable d'identifier une innovation en Inde si elle n'est pas en anglais. Donc de fait, il y a un prisme plus fort sur le monde anglo-saxon et aussi, comme ces intervenants parlent en anglais, sans doute, en effet, il y a un prisme plus fort sur le monde anglo-saxon. Après, de temps en temps, on fait venir des gens, en effet, qui viennent d'États africains, mais en effet, la condition, c'est qu'ils parlent anglais pour pouvoir Ouais. s'adresser à notre public. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même un filtre assez important. Donc, je suis pas forcément en capacité de dire que le monde anglo-saxon drive les choses, mais pour la question de la langue, c'est quand même un biais. Il faut le reconnaître. Pour ce qui est des innovations, c'est vrai qu'ils ont un aspect plus entrepreneur aux États-Unis du moins que en France, qui peut donc générer un certain nombre d'idées qui sont intéressantes à regarder et que nous on aimerait bien présenter à nos élèves. Mais quand même en France, on voit que ça réagit toujours différemment de ce qu'on voit aux États-Unis. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je prenais l'exemple peut-être des newsletters. Donc, bon, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, on dit les newsletters, c'est vraiment la Bible, le nouveau format, même s'il est un peu vieillot, qui fonctionne. En fait, en France, c'est pas tout à fait vrai. En fait, en France, en 2015, on avait 21% de la population française qui s'informait par le biais des newsletters chaque semaine. Maintenant, en 2020, ils sont plus de 15%. Donc voilà, ce qu'on peut voir décoller dans d'autres pays, c'est pas forcément vrai de la France. Et il y a plein d'autres exemples comme ça où on voit que quand même le marché français est très spécifique. Un autre exemple, c'est sur la défiance pour les news. On est parmi les pays qui ont le plus de défiance envers les médias. Mais c'est affolant. Il y a que dans Je crois que l'étude c'était, du j'avais Reuters dans Institute. l'étude ouais, ou l'étude Kantar, où je crois que c'est 40% des gens en moyenne qui ne croient pas. Enfin non, c'est l'inverse, qui estiment juste les informations qu'ils reçoivent. Euh, donc ça veut dire que voilà, Voilà. une Et majorité de gens qui, ne croient pas voilà, en fait, dans l'info. bah, là, le chiffre du Reuters Institute, il est pire, parce qu'en France, seulement 23% euh, des utilisateurs, finalement, ont confiance dans l'information qu'ils reçoivent. 23%, enfin, c'est minime. Quand Ouais. on voit les chiffres, par exemple, au Portugal, en Finlande, la majorité de la population a confiance dans les informations qu'ils reçoivent. Donc là, on voit bien que voilà, on a une spécificité culturelle française qui est notable et qui challenge évidemment énormément les rédactions. En plus, le deuxième item qui est important à connaître sur la France, c'est qu'en France, on préfère les sources d'information polarisées. Ce que je veux dire par là, c'est les sources d'information qui soit challenge ton point de vue, soit partagent ton point de vue, mais qui ne sont pas neutres, pour dire les choses comme ça. Et donc, ça, pareil, c'est quand même une marque de fabrique à la française là, qu'on a observé en 2020 avec le Reuters Institute qui ne transparaît pas autant dans d'autres pays. Et ça aussi, il faut composer avec et se dire, voilà, comment je construis des formats dans lesquels, des informations dans lesquelles la population française pourrait avoir confiance. C'est pas évident, et sur cette question de la confiance, qui est une question qui m'interroge beaucoup, est-ce que tu as un début d'explication pourquoi en France particulièrement? Parce que si on prend un peu de hauteur, j'ai pas l'impression que nos médias, les hommes politiques sont vraiment différents d'autres pays. En tout cas, sur les comparaisons de pays un peu similaires, etc. Pourquoi en France particulièrement? Est-ce que c'est l'irréductible gaulois qui se méfie quelque part, ou est-ce qu'il y a eu Alors il y a un fait ouais, il y a historique? plusieurs choses. Oui, alors il y a parfois, en France, on est assez addict à l'actualité.
Par exemple, le taux d'ouverture des notifications push envoyées sur les smartphones, il est vraiment exceptionnel. C'est très bien pour les applications d'info, mais ça dit aussi que peut-être la population est tributaire et un peu accro à ces notifications push. Mais par exemple, quand sur une histoire ou un fait d'actualité, on vous dit version A le lundi et version B le mardi, en fait, vous vous retrouvez dans un très grand marasme et vous avez un peu un problème à croire finalement ce qui va vous être dit le mercredi, puisque ça va sans doute encore changer. Et le fait d'être accro finalement à ces actualités qui viennent très souvent, mais qui sont vraies le jour J et peut-être plus tout à fait le lendemain, ça fait que oui, on est quand même dans un brouillard relayé de façon parfois un peu rapide et qui va pouvoir changer le lendemain et qui peut créer ce système de défiance. C'est peut-être un des premiers points d'explication. Et après, il y a quand même un point qui est intéressant et qu'on a vu aussi avec le Reuters Institute, c'est que cette année, les sources donc d'informations liées aux régions, donc les Ouest France, dont je vois dans le classement ACPM à quel point ils sont désormais, je crois qu'ils sont numéro 2 dans les classements des sites d'infos en Ouais, et si tu France. rajoutes en plus Publi Hebdo, Actu.fr qui fait partie du groupe, ils sont vraiment extrêmement puissants. Ils sont très forts, Sud-Ouest. Là, en revanche, il y a davantage de confiance sur le fait que les sources d'infos proviennent des territoires, comme on dit aujourd'hui, des régions, d'un département, d'une commune. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire et qui restaure en partie la confiance que peut avoir la population française dans son ensemble dans les infos. D'accord. Et alors, est-ce que ça pourrait être une espèce de défiance, là plus je m'interroge, mais des médias donc nationaux, souvent vus un peu parisiens, etc., un peu déconnectés, en se disant bah tiens, une info locale, c'est quelqu'un, ça peut être le journaliste, ça peut être mon voisin, il est moins biaisé, ça peut être une espèce de défiance comme ça, tu penses? Oui, puis il y a le côté, oui, il y a sans doute ça, les régions Très présent en versus France. Paris, qui est un vieux combat qui date de plusieurs décennies, enfin même plusieurs Même siècles. siècle probablement, ouais. Et voilà, oui, parce que politiquement aussi, on s'est construit comme ça en France. Donc ça, c'est le premier point. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi cet item qui a été très 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 manifeste pendant les manifestations sociales / gilets jaunes d'il y a un an et demi, 2 ans, où on reprochait aux journalistes de ne pas faire assez de terrain. De pas aller assez voir justement sur les territoires ce qui se passait. Et quand même, la promesse, je crois, qui est tout à fait honorée de sources comme Sud-Ouest, Centre-France, enfin, j'en oublie, hein, c'est que les gens sont en effet peut-être habitent à côté de chez la boulangère, on l'a identifié, on sait que oui, il est allé traîner ses guêtres au conseil municipal, à tel marché, on l'a vu. On sait qui c'est. Alors que peut-être que les médias nationaux, qui pourtant font beaucoup de terrain, sont peut-être moins identifiés comme faisant du terrain et peuvent créer justement cette espèce de malentendu qui a été très notable pendant les manifestations sociales où au final, non, ils ne nous parlent pas, ils ne nous tournent pas assez le micro et puis surtout, ils traînent pas assez leurs guêtres finalement en région, dans les communes de France. Et même si, encore une fois, c'est sans doute faux, puisqu'il y a d'énormes efforts qui ont été faits, mais c'est l'appréhension, l'idée globale que peut se faire une partie de la population française. Ouais, qui va prendre du temps. Et est-ce que vous, donc justement à Sciences Po, vous en avez tiré un enseignement de ça en se disant, mais en fait, la vertu de l'enquête, la vertu du terrain, retourner voir les gens, parce que c'est vrai que le discours dont on parlait tout à l'heure, c'était vraiment très orienté sur les outils, le numérique, les plateformes, la distribution. Donc on imagine quelqu'un plutôt dans un bureau en train de réfléchir à ces sujets-là. Mais est-ce que non, vous avez remis un peu de terrain? Est-ce que c'est votre c'est votre rôle aussi, ça? Oui. Alors ça, c'est un point très fort. Donc nous, on préconise le terrain à toutes les sauces. On préconise de dépasser le périphérique, pour être clair. Et on a fait il y a 2 ans, donc à la suite des manifestations sociales dont je parlais, quelque chose qu'on a appelé donc entre nous la station-service.
c'est obligatoire pour tous les M2. Ils couvrent une zone géographique définie, un terrain très local. 6 semaines dédiées à ça l'année dernière, et là on l'a passé à 12 semaines où ils vont aller toquer chez tous les commerces, se mettre en contact avec les sources policières, judiciaires d'une zone géographique définie, et vont l'arpenter pendant quand même 12 semaines. Et c'est obligatoire pour tous les étudiants de M2. Et ça, c'est un exercice, donc, on est dans la 2e année établi comme cela, et qui nous paraît répondre en partie à ce qu'on a pu comprendre de la défiance de la population française lors des manifestations sociales. Ok, bah c'était bien effectivement de le dire pour effectivement le pendant de ce qu'on disait qui est hyper important sur la techno et Internet. Mais voilà, 12 semaines effectivement sur un terrain local, je pense que tu apprends un peu non seulement tu fais un petit réseau si tu veux bosser là-dessus derrière, mais tu apprends un peu des techniques, Voilà. Et puis le journaliste un peu à Et puis l'ancienne. il n'y a pas d'aide, c'est-à-dire que voilà, on apprend quand même aussi l'autonomie, parce que c'est vrai que quand on a autant d'outils disponibles pour faire de la veille d'infos, que les dépêches AFP tombent, que on a plein de communiqués de presse, on pourrait avoir un peu le réflexe de se dire finalement, je peux faire du journalisme depuis mon ordinateur, mon écran d'ordinateur. Et évidemment, on refuse cette idée. Enfin, pour nous, ça n'existe pas. Et là, quand on est sur une zone qui est une petite zone géographique, en fait, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'autres journalistes sur cette zone, ils sont seuls, et ils doivent en effet apprendre à se débrouiller. Et franchement, c'est vraiment de l'humain, c'est parler à des sources, réussir à rentrer chez quelqu'un. Alors en plus, avec le Covid, c'est encore plus plus complexe challengeant, ouais, cette année. j'imagine. Voilà, mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir faire pour réussir à avoir des sources de première main qui ne sont pas que des sources institutionnelles. Et ça nous paraissait vraiment très important pour donner de la chair, pour justement être à l'écoute de cette population dont on est quand même censé, hein, c'est notre métier, raconter l'histoire. Exactement. Donc la station-service. Écoute, c'est une belle initiative. La station-service, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que quand ils reviennent à l'école, ils ont des enseignants donc qui les encadrent, et on a dit entre nous, c'est le moment où on regonfle les pneus, on remet de l'essence, on reparle d'un angle, voilà. C'est la station-service, on vient regonfler sa voiture, même si on n'utilise pas de voiture, mais c'est ça l'idée. Donc refaire le plein, le refait. voilà, c'est une Voilà. pause, on fait le plein, on fait les pneus. Je vois bien l'idée, et c'est bien. Encore une fois, je pense que c'était bien à rappeler. Je pense que c'est quelque chose de basique, on a l'impression, mais on pourrait le perdre de vue en tout cas. Et donc toutes les tendances dont on parlait là, de défiance, etc., la nécessité d'enquêter, de faire du local, je pense que ça effectivement, ça permet un peu de le couvrir. Et donc tu parlais d'autonomie chez l'étudiant, ce qui me fait évidemment une belle transition un peu pour la partie suivante, qui est vraiment l'entrepreneuriat dans les médias, et qui, j'ai l'impression de ce que j'ai vu chez Sciences Po, est assez présent dans vos programmes. C'est quoi en fait aujourd'hui le journaliste entrepreneur? C'est une notion dont on a beaucoup parlé. Est-ce que tu pourrais le définir? C'est quoi un journaliste entrepreneur en 2020? Pour nous, c'est quelqu'un qui a une idée éditoriale et dont il établit le business, le benchmark, éventuellement l'équipe jusqu'au lancement, puis la fabrication, et qui est finalement capable de lancer une idée éditoriale et de la faire se concrétiser. Et donc, comme là, on vient de le dire, ça passe par plein d'étapes. C'est pas que je vais écrire un article sur tel sujet. C'est bien plus complexe que ça, puisqu'il faut être sûr que ça correspondra à une audience, comment ça peut être fabriqué, avec quel corps de métier, recruter ces gens. Donc, on a établi là depuis quelques années des cours en M2 qui sont donc créer sa start-up de l'info, où on a un cours en anglais et un cours en français selon la population étudiante qu'on sert à l'école. Et cette idée, c'est vraiment d'avoir un projet et puis d'essayer de le lancer. Alors, parfois, c'est juste pour la forme qu'ils le font dans le cadre de leur curriculum, de leur cursus ici, mais d'autres vont vraiment approfondir cette idée au point de parfois faire naître des projets une fois qu'ils sont diplômés, qui sont issus de discussions avec certains enseignants de notre école. Moi, je dirais qu'on a entre 8 et 10%
de diplômés qui deviennent des entrepreneurs de l'info. C'est un chiffre qui est en constante évolution et dont on pense que dans les années à venir, il va continuer à augmenter. Et puis, pour ceux qui ne souhaitent pas devenir entrepreneurs de l'info, et pour l'instant c'est encore la majorité, on se dit simplement que toutes les étapes de la fabrication d'un projet éditorial, de les avoir suivies, d'avoir été évalué là-dessus, d'avoir appris à travailler avec d'autres corps de métier, avec un groupe, de façon très serrée, ils s'en serviront de toute façon même dans une rédaction, parce que je dis n'importe quoi, mais couvrir par exemple les élections américaines là qui arrivent le 3 novembre, présidentielle américaine. Au fond, il faut savoir créer un projet éditorial, avoir un circuit copie, se dire de quoi j'ai besoin pour créer une interface particulière, quels corps de métier vont travailler sur ce projet, et même au sein d'une entreprise de presse, ils pourraient être amenés à lancer ce type de projet, ou lancer une nouvelle application mobile, ou voilà un projet éditorial au sein d'une entreprise. Exactement, et même pour poursuivre ton exemple, même avoir aussi une visibilité, et ça c'est aussi une de mes marottes, sur le ROI de ce projet, de ce format, de cette application, etc. Donc là on est presque sur du journalisme intrapreneur, en se disant aujourd'hui, bah en fait, si j'ai une âme d'entrepreneur ou que j'ai appris à l'école à gérer un projet de A à Z, je peux dans n'importe quel média proposer un projet, encore une fois, même jusqu'au ROI. Donc, il lance ou pas son média. En fait, le journaliste moderne doit avoir cette visibilité. On parlait d'ouvrir le capot, mais c'est à toutes les étapes. Donc, depuis l'idée jusque trouver les ressources, trouver la distribution, voire trouver des annonceurs ou sponsors, même si ça peut être encore mal vu. Je pense on leur fait des pitchs, on leur fait faire des pitchs pour essayer de convaincre des gens. Donc, ils le refont plusieurs fois jusqu'à trouver voilà les bons mots. Et encore une fois, même si au fond c'est pas forcément tout à fait leur ambition, ils auront compris les différentes étapes et ils les ont notées. En plus, c'est d'excellents élèves qui réfléchissent et qui jouent le jeu à chaque cours. Ça leur servira de toute façon à un moment donné ou à un autre. Ouais, c'est clair. Mais puis, de toute façon, tout le monde n'est pas. J'imagine que quand on sort de Sciences Po DJ, on n'est pas forcément journaliste. On peut aussi être manager, directeur, peu importe. C'est aussi avoir. Je pense qu'aujourd'hui, être un directeur ou manager dans un média en ayant une formation de journaliste, t'es d'autant plus fort. Donc, avoir tout ce background-là te sert de toute façon. Je sais pas quelle est la proportion de gens qui sont réellement journalistes. Tu parlais de 8 à 10% d'entrepreneurs. Ce qui me paraît d'ailleurs beaucoup, mais tant mieux. Après, je sais pas si tout le monde est destiné à devenir sur l'ensemble des diplômés, diplômés. D'accord, oui. Les 751. T'as quelques oui, c'est pas mal, mais ça va sans doute augmenter. Ouais, t'as quelques succès à raconter ou échecs même, parce que les échecs c'est pas forcément négatif non plus, d'anciens élèves, d'alumni Sciences Po EDJ qui ont lancé des médias dont on parle aujourd'hui. La plus belle réussite, en tout cas celle dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y en a plein d'autres, donc je vais pas non plus ouais, non, mais c'est juste quelques exemples pour moi. Mais on a deux chiffres que personne, qui sont quand même pas forcément dans la tête de nos candidats. Nous, déjà, on a presque 30% de nos diplômés qui travaillent en dehors de la France. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Donc, on n'est pas du tout que sur le marché français. Là, l'année dernière, on était à 27% et l'année d'avant à 32%. Donc, voilà, en gros, un tiers de nos diplômés sont en dehors du marché français. Ça, c'est le premier point. Beaucoup, ouais. La deuxième, c'est beaucoup, voilà. Après, c'est parce qu'on a tout notre cursus en anglais, aussi, pas qu'en français. Ils apprennent à produire des news en anglais. Voilà, donc c'est pensé comme ça. Et puis, on a beaucoup d'internationaux, de toute façon, à la base. Mais c'est quand même intéressant de voir que même dans les Français qui viennent chez nous, un certain nombre se sont installés à l'étranger parce qu'ils ont flairé un potentiel journalistique dans telle ou telle région du monde et l'ont exploité et ils en vivent bien. À l'étranger, parfois ils sont simplement freelance, mais ils ont plein de clients, enfin plein de médias, parce que le mot client ça fait toujours un peu trop commercial, mais au fond c'est des médias qui leur prennent telle vidéo ici, tel podcast là, et sinon l'exemple
que je voulais peut-être citer parce que on est fiers pour elle, c'est Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois qui ont créé Louis Média, une société de production de podcasts dont beaucoup de gens sans doute ont déjà entendu parler. Elles ont créé des podcasts comme Entre, sur l'histoire d'une jeune fille qui arrive au collège, qui vit ses grandes transformations de la préadolescence. Ouais, Et très, puis très beau là, podcast. C'est la saison 2 qui vient récemment, de elles ont sortir, là. sorti, voilà, exactement. Et puis là, elles ont sorti un autre podcast sur l'inceste. Et en gros, ce qu'on vit dans l'enfance, qui est finalement malheureusement beaucoup plus fréquent que ce qu'on ne croit. Et elles se sont rencontrées à l'école, Mélissa et Charlotte. Elles sont diplômées de l'école de journalisme. Honnêtement, pendant qu'elles étaient à l'école, elles le diraient mieux que moi, mais elles ne pensaient pas créer une start-up comme elles l'ont fait. Et au fond, c'est quand même un très grand succès. Ça reste difficile à tout moment. Elles enseignent aussi dans notre école, puisqu'on profite aussi de leur éclairage et de leur lumière. Mais c'est une belle success story pour l'instant, dont on est fiers de parler, oui. Ouais, et puis j'avais aussi noté, donc Mélissa Bounois, je l'avais interviewée sur Mediarama, donc c'est vrai qu'elle explique ça très bien. Et effectivement, elles se sont rencontrées, chez vous, puis croisées à de multiples reprises. Mais j'avais aussi noté Victoire Toyon, les coups sur la Victoire table. Tuaillon, ouais, oui, alors elle, c'est très intéressant aussi. Donc, c'est une diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po. C'est une diplômée qui, pendant tout son cursus, avait profité d'un système qu'on a chez nous qui s'appelle les bourses de vie de France Télévisions. Donc, c'est un dispositif qui permet de travailler à France Télévisions pendant les vacances. Et puis, pendant les 2 ans, ces élèves reçoivent 1 500 € pour financer leurs études à Paris, qui est une ville quand même chère. Et au fond, elle s'est rendue compte que non, la télévision, c'était pas son projet professionnel, mais voilà, elle a beaucoup, beaucoup travaillé, elle a changé plusieurs fois d'idée à la sortie de l'école, et puis finalement, elle a trouvé sa voie avec ce podcast qui est un des plus consommés, un des plus Ouais, écoutés ouais, plus écoutez, en c'est un vrai France succès. actuellement. C'est un vrai succès. Et elle, voilà, à l'époque, pareil, elle le dirait sans doute. À l'époque, quand elle était à l'école, c'était pas une idée qu'elle avait. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre qu'on enseignait bien le podcast à l'époque, si on l'enseignait. Mais petit à petit, elle a fait son cheminement et là, maintenant, elle a un vrai succès. Là, elle va venir bientôt en masterclass pour conseiller nos étudiants de M2, justement, quand ils sont un peu sans idée ou un peu perdus entre plein d'options. Elle va vraiment leur parler de ce cheminement intellectuel qu'elle a eu, parfois pas toujours marrant, hein, il faut dire les choses, mais qui, voilà, des années après, lui permet d'avoir cette très grande réussite. Ouais, donc ça, c'est pas mal ces masterclass. Elles sont, j'imagine, uniquement réservées aux étudiants. Vous faites pas Non, d'organisation d'événements comme ça, on en fait public. que, si on en fait tous les vendredis, c'est ouvert à tous. C'est vendredi à 11h15 et je mets le lien dans la semaine. On l'a fait sur Zoom ce semestre-ci à cause du contexte. Donc ça, c'est ouvert en public. En revanche, quand c'est plus des conseils vraiment spécifiques pour les Master 2 qui vont bientôt être diplômés, comme ça va être le cas pour Victoire Tuaillon, là oui, en effet, comme on veut que il y ait vraiment de l'échange et parfois quelques confidences ou en tout cas du vrai conseil, là, on ne le rend pas public. Ok, bien noté et effectivement des beaux succès. Et d'ailleurs des femmes, je le note parce que je crois que j'avais lu une étude comme quoi donc il y avait de moins en moins de journalistes parce que ça reste un métier difficile dans une industrie difficile, mais de plus en plus de femmes. Je sais pas si tu as non pas un avis mais un éclairage sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes journalistes? Alors, il y a de plus en plus de femmes journalistes, tout simplement parce que dans les formations, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, pour nous, c'est quand même, ça peut être un problème si ça devient trop déséquilibré, mais on a plus de candidates que de candidats. Donc, sur l'attractivité, ça attire davantage les femmes que les hommes quand ils choisissent leur métier. Premier point. Le deuxième point, malheureusement, mais ça, un sociologue le dirait mieux que moi, malheureusement, un métier qui se féminise est un métier qui se paupérise. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle.
C'est dans Non. tous les métiers comme ça. Quand il y a trop de femmes, malheureusement, il y a des inégalités salariales assez fortes. Enfin, on peut voir d'ailleurs les chiffres de la commission de la carte de presse. Enfin, ils donnent pas les salaires, mais ils donnent le titre. Et on voit bien que plus on monte dans la hiérarchie, plus on est avec des hommes. Donc voilà, ça c'est des points aussi sur lesquels on essaye d'engager nos élèves pour que quand ils sont dans leur premier emploi, puis même ensuite, on parle argent avec son recruteur, avec son employeur, puisqu'on négocie son salaire. Et on sait très bien que quand on arrive dans un endroit, malheureusement, après, souvent, on reste au même salaire pendant de nombreuses années. Donc, il est très important de savoir parler argent au moment où on y arrive, sans être non plus prétentieux. Hein. Donc, c'est ça le Non, mais curseur à c'est connaître sa trouver. valeur et puis que Mais ce c'est soit pas important d'en parler. ouais, c'est pas des Pas trop questions taboues. Et subi. là, Ouais. ça dépasse même le cadre du journalisme, mais c'est vrai que c'est important d'apprendre à l'école à parler salaire, savoir combien on doit être payé, combien on peut être payé, à quoi on peut prétendre, puis oser le faire parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on Osez le faire surtout. bah oui, parce que sinon après c'est vraiment difficile d'avoir des grosses augmentations. Il faut mieux changer de média, etc. Mais c'est vraiment à la signature que en fait tu le fais. Donc je pense que ouais c'est important de parler d'argent. Et Il je y a reviens une ça, et seconde sur. puis sur les femmes aussi, moi, sur les femmes, si je peux me permettre de Bien sûr. rajouter quelque chose, les femmes, quand elles réalisent des sujets, enfin, de toute façon, quand on regarde en gros ce qu'il y a dans les news généralistes, euh, on a aussi, et ça c'est important d'apprendre ça aux élèves, c'est les sources qu'on interroge. Donc, la tendance, c'est quand même que les sources expertes, ce sont des hommes, et les sources féminines, ce sont celles qui parlent de la vie domestique, de la garde des enfants. Alors je caricature un petit peu, mais c'est pour dire qu'en gros c'est souvent comme ça. Et donc en fait c'est un vrai effort de la part des jeunes journalistes qui apprennent ici de équilibrer les choses, d'aller chercher une femme pour parler d'expertise et peut-être un homme pour parler de la vie domestique, pourquoi pas, et en tout cas de changer ça. Et il y a un autre point, et ça a été drôlement vrai pendant la crise du Covid, là, qui continue, c'est qu'au fond, les personnages des actualités sont essentiellement des hommes. Il y a très peu de femmes, alors aussi parce que peut-être dans le corps médical, les sachants sont peut-être un peu plus des hommes, hein, ça se retrouve dans plein de métiers, mais là encore, c'est un effort qu'il faut engager pour que on ait une meilleure représentativité voilà, de l'expertise féminine qui existe, hein, encore heureux, mais qui est parfois pas assez visible ou pas assez interrogée, parce que peut-être elles ont mis 4 minutes de plus à répondre à un SMS ou un coup de fil que leurs confrères masculins. Et ça aussi, c'est une vraie éducation qui est à notre charge au cours du cursus. Et que vous faites quoi, que vous avez verbalisé, formalisé, Ah oui, formation. oui, on insiste beaucoup. Parfois, on revoit des sujets, on dit non, mais là, c'est pas possible. Je me souviens d'un sujet, on avait eu un vrai débat en classe, un sujet où voilà, c'était caricatural, à quel point les sachants étaient que des hommes, et il y avait deux femmes qui parlaient, et c'était pour aller chercher les enfants à l'école, on les voyait. Et les ramener à la maison, et puis elles se faisaient évidemment les devoirs. Enfin voilà, et ça, c'est vrai que dans certaines familles, ça arrive encore, et quand le sujet c'est la famille, c'est bien de décrire ce qui se passe, mais quand c'est pas ça le sujet, parce que je crois que c'était une histoire de, enfin je me souviens même plus de l'actu, ce dont je me souviens simplement, c'est que voilà, c'était caricatural et c'était tout ce qu'on ne voulait pas fabriquer comme type d'info, quoi. Donc Ouais, c'est ça. voilà, c'est un vrai combat, et parfois on s'en rend pas compte, hein, on fait de façon mécanique, on est pressé par le temps, donc on oublie de réfléchir à ça, mais ouais, Ouais, il c'est y a un vrai effort à faire un vrai dans le sujet choix. aussi, Ouais. un vrai effort. Faut le faire. Super. Donc, et merci. En plus, c'est des sujets qui sont évoqués régulièrement dans Mediarama parce que c'est important, parce que j'interviewe aussi des femmes et donc je suis toujours ravi d'en parler, de voir ces différents points de vue. Je reviens juste sur l'entrepreneuriat dans les médias, donc que ce soit entrepreneur ou intrapreneur, ça tu nous l'expliquais bien l'importance. Donc on a vu un peu les skills. Est-ce qu'il y a quand même une question de génération et au-delà de ça, parce qu'on peut imaginer que les jeunes sont peut-être
plus multidisciplinaire, etc. Mais vous avez aussi, vous, une formation qui est une sorte de reconversion. Vous n'avez pas que des jeunes, en fait, quelque part. Donc je repose Oui. la question, est-ce que l'entrepreneuriat dans les médias, tel qu'on l'évoquait, c'est pour les jeunes, c'est pour tout le monde, c'est un état d'esprit? Non, je crois que c'est pas un état d'esprit. Parce qu'on peut avoir des jeunes qui sont très traditionnels. On peut avoir des gens qui ont déjà eu une première vie, parce qu'en effet, on n'a pas de limitation d'âge dans nos recrutements. On peut avoir 40 ans, avoir déjà eu une première vie ou une deuxième vie, voire une troisième vie professionnelle, et intégrer l'école. Donc, il me semble que c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question finalement de projet professionnel. On en revient à ce point-là. Il y a beaucoup d'élèves, de candidats qui arrivent et qui disent moi je viens parce que à la sortie de l'école, dans mes rêves, je voudrais créer telle start-up de l'information à destination de tel marché. Alors c'est souvent des internationaux d'ailleurs qui disent ça parce qu'ils viennent d'un pays dont ils connaissent bien le marché et puis ils se disent je vais venir en France pour apprendre des choses puis après j'y retournerai. Mais c'est vrai aussi d'un certain nombre de Français. Voilà, on parlait de Mélissa Bounois, Charlotte Pudlowski, Victoire Tuaillon. C'est venu après l'école. Mais je crois qu'en fait, nous, notre mission, c'est de semer des graines, d'apprendre plein de compétences. Ils ont un énorme panier avec beaucoup d'œufs dedans, finalement. C'est pas sûr qu'ils vont utiliser tous les œufs. Et puis il y a certains œufs en effet qui vont se casser parce que c'est vraiment pas leur truc, mais ils savent qu'ils partent avec ce bagage-là, ce panier rempli d'œufs, et dont ils pourront utiliser les œufs même 5 ans ou 6 ans après la sortie de leur école. Donc c'est plus, voilà, on les dote, on espère en tout cas, les doter d'un bagage qui va les accompagner, pas seulement pour les 3 premières années de leur vie professionnelle, mais bien au-delà. Et ça, c'est bon, voilà, c'est ambitieux, mais c'est évidemment l'espoir qu'on a. Ok, je pense que c'est vraiment ça, hein, c'est avoir un maximum de cordes à son arc et que tu les utilises ou pas derrière. Mais souvent, je pense que pour réussir, il faudra les utiliser. Je vois le temps qui passe. Il y a encore plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. Je voulais parler un peu de la frugalité rapidement, qui est, tu vois. Donc, j'étais avec Arnaud Maillard de Loopsider, qui eux, tu sais, ce média vidéo 100% vidéo, qui vraiment met la frugalité comme un truc hyper important. Ça fait partie de leur ADN. Et en parallèle, tu vois, je voyais tous les incubateurs médias qui se cassent la figure pour certains parce que il y a pas de modèle économique. Je voyais en plus les médias qui se sont lancés qui n'ont pas réussi, type Hebdo. Vraiment, c'est vraiment compliqué de lancer une start-up dans les médias, et cette frugalité, j'ai l'impression qu'elle est vraiment hyper importante. Est-ce que vous mettez en garde quelque part les étudiants, les futurs entrepreneurs sur la difficulté réelle de se lancer, de se marcher de cette industrie, et sur l'importance de l'économie et d'être vraiment petit, des bouts de ficelle au début, où chaque euro doit compter quelque part. Oui, on essaye de le faire. Alors, c'est pas moi qui le fais, hein. Ce sont des enseignants qui ont eux-mêmes créé des startups de l'info ou qui connaissent parfaitement le fonctionnement d'entreprises, même naissantes. Mais oui, oui, tout cela leur est dit. Mais ça leur est dit, mais en leur disant aussi qu'ils peuvent le faire. Parce que si on dit sans arrêt, voilà, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, vous avez une chance sur je ne sais combien d'y parvenir, c'est pas très encourageant comme message. Et au fond, nous, ce qu'on voit, c'est que plus on les pousse, plus on les encourage, même sur des missions très difficiles, plus ils réussissent. Et au fond, notre travail, c'est aussi de les faire un petit peu rêver, parce que le contexte sanitaire est très dur, le marché du travail traditionnel est moyennement encourageant, et donc il y a un spectre au fond d'employeurs ou de auto-entrepreneuriat qui peut être vraiment salutaire pour eux, mais il faut y croire un peu au démarrage, et on espère leur donner quand même aussi un peu de confiance pour réaliser cette ambition s'ils l'ont. Sans quoi, voilà, c'est très frustrant. Et puis, ils disent, surtout en France, on fait moyennement confiance aux plus jeunes. C'est pas comme aux États-Unis où même quand on a 17 ans, on peut être On peut déjà se lancer, très tout est actif. possible. Voilà. Ouais. Donc voilà, on essaye de faire attention aussi sur le fait que c'est un tremplin ici.
pour faire d'autres choses. C'est qu'un passage et il faut quand même un peu avoir de l'ambition, de l'humilité bien sûr, mais de l'ambition pour faire des choses après. Sinon, on se dit, mais mince, j'ai choisi des études où j'ai quand même un marché difficile, on m'encourage pas, c'est hyper intense, je suis très fatiguée. Enfin, c'est important quand même de leur dire, vous avez été choisi, vous êtes fort, vous apprenez beaucoup, vous êtes capable de transporter des montagnes si vous y croyez. Donc, il faut y croire. Il faut y croire. Je pense que c'est un bon, c'est un bon mot et c'est effectivement non pas de la provocation, c'est juste effectivement il y a cette réalité, mais intrinsèquement moi au fond de moi je sais que voilà quand on veut on peut faire des choses, il faut se lancer, il faut tester et qu'il y aura des médias et ce qui est important effectivement quand je parlais de frugalité, c'est de se dire voilà il faut pas forcément tout de suite démarrer par quelque chose où on va aller lever des millions ou etc. Que je pense qu'il y a une vraie vertu dans la frugalité pour lancer des projets et puis après une fois qu'on a fait ses preuves grossir au fur et à mesure. Mais évidemment, je suis toujours pour à pousser ceux qui se lancent. Et donc justement, si on voulait se lancer aujourd'hui en 2021, c'est je dis 2021 parce qu'on y est quasiment, est-ce que tu aurais quelques tendances et conseils aux médias? Donc j'avais une liste, mais on va pas pouvoir évidemment tout faire. Mais donc tu participes, j'imagine, je sais pas quelle est la temporalité en ce moment au Reuters, la nouvelle mouture qui sort pour Oui, 2021. j'aurai les datas la semaine prochaine. D'accord, donc sans rien dévoiler, est-ce que toi tu as quelques tendances ou qui pourraient être des conseils d'ailleurs de projets? Tu parlais de newsletter tout à l'heure. J'ai quand même l'impression que même si tu disais qu'en France ça marche peut-être un peu moins qu'à l'étranger, qu'on a vu l'explosion d'un nombre de newsletters payantes. Et je parle pas des grandes, donc on connaît les BriefMe, TTSO, mais j'ai vu plein de petites newsletters sortir, etc. Donc ça, c'en est une. Est-ce que tu as deux ou trois autres tendances que tu pourrais nous donner qui, à ton avis, vont grossir en 2021 et sur lesquelles un jeune entrepreneur pourrait se dire, bah tiens, il y a peut-être une idée là-dessus, soit de nouveaux formats dans le média dans lequel je bosse, soit même un projet de média autour de ça? Alors, j'ai pas les données pour 2021, je les ai pas du tout, je ne les aurai que la semaine prochaine ou celle d'après. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vois dans les besoins des employeurs et du marché, c'est l'agilité numérique. On en a déjà parlé, c'est juste un prérequis. Mais en plus de ça, c'est la connaissance d'un secteur qui soit assez poussé. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la cuisine, les innovations culinaires ou je ne sais quoi, ça peut être le marché de l'automobile, comment il évolue, ça peut être voilà les nouvelles mobilités, ça peut être une crise sanitaire. Hein, là, on voit bien que c'est quand même un sujet qui est porteur. C'est en gros une très grande connaissance, une très grande expertise, comme diraient les échos sectoriels, en plus de la couche numérique. Parce que au fond, ça s'acquiert avec le temps, en ayant un réseau associé à ce domaine, et c'est irremplaçable. Un journaliste généraliste qui arrive avec de l'agilité numérique, combien il y en a sur le marché du travail chaque année? Énormément. En revanche, un bon journaliste numérique qui connaît très bien un secteur donné, chaque point, par exemple sur l'Europe, se fader tous les textes législatifs, à la fois côté Paris, côté Bruxelles, savoir qui appeler, ben ça c'est rare. Et ça c'est vraiment pour l'emploi, il me semble que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et tu disais que ça prend du temps, mais est-ce qu'on peut gagner du temps? Est-ce que il y a des méthodes pour devenir meilleur ou c'est juste la vertu du travail peut-être? Vous avez pas de spécialité ou vous ne formez pas les gens sur des verticales spécifiques. Vous donnez des outils, mais Non, on a voulu le faire et ça fait partie de nos échecs, de nous-mêmes d'entrepreneurs de la formation. On a lancé pendant 3 ans un programme de journalisme économique, économique et social, donc un peu toutes les verticales que couvre BFM Business, les Échos, etc. Et en fait, on n'a pas eu de candidat. Donc c'est triste. On était sûr de nous, ouais, est-ce que tu as de l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont être... l'employabilité. Ouais, bien sûr. Voilà. On était sûr de l'intérêt. Enfin, d'ailleurs, on l'a vu là pendant le confinement.
par exemple, quelqu'un qui connaît très bien la distribution, c'est quand même très important en ce moment. C'est un secteur qu'il faut couvrir, comprendre comment les supermarchés fonctionnent, l'approvisionnement, etc. Tout ça, c'est clé en ce moment. Mais là, voilà, c'est un échec de notre part. On l'a tenu pendant 3 ans, on avait les maquettes, on avait l'employabilité, on avait les enseignants, mais on n'a pas eu assez de candidats pour pouvoir être en capacité d'ouvrir cette classe. Donc, voilà, par dépit, on a dû Vous avez dû fermer ce programme qui n'a pas pu cette ouvrir. formation. Quoi. Voilà. D'accord, mais donc on n'a aucun diplômé et aucun entrant dans ce programme. Faut bien comprendre. C'est quand même. Voilà, donc c'est aux étudiants, c'est aux journalistes de se former, de se spécialiser en travaillant. Et puis comme tu l'as dit, un peu aussi avec le temps, le réseau, etc. Mais l'importance quand même de spécialiser dans un secteur. On peut pas rester vraiment généraliste, quoi. C'est un peu compliqué. C'est bien d'avoir quelque chose en plus. Je pense à un journaliste qui est un ami par ailleurs, qui s'appelle Nabil Wakim, qui est journaliste au Monde. Lui, il a décidé de changer il y a quelques temps pour couvrir le secteur de l'énergie, et c'est ça qui est génial au Monde, c'est que c'est possible, la mobilité sectorielle d'un domaine à un autre. Voilà, sectoriel, comme on dit méchamment. C'est pas un mot très beau, mais tout simplement, en fait, il s'est fait un programme assez costaud avec lecture d'ouvrages sur le domaine de l'énergie, aller voir tous les grands acteurs, Total et d'autres, le côté transition écologique aussi qui fait partie de cette rubrique. Et il a suivi des conférences dans toutes les langues pour réussir à se mettre à niveau. Et maintenant, c'est le secteur qu'il couvre. Donc oui, à part la vertu travail, je ne vois guère d'autres solutions. Non, mais de manière artificielle, sinon effectivement c'est le temps. Merci Alice. Au niveau des tendances et conseils, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire un rapide épisode. Je sais pas quand sortira le rapport du Reuters Institute pour faire un épisode. Alors je vais bientôt en savoir plus, oui. Pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait le calendrier parce qu'on a un long travail une fois qu'on a les données de comprendre ce qui se passe. Bien sûr, j'imagine bien. Donc, écoute, peut-être prendre rendez-vous pour un autre épisode et en se disant je pourrais dire quand les données seront sorties et qu'on sortira le rapport, on pourra peut-être caler à ce moment-là. Ce sera en 2021. Exactement, ce serait top. Et au moins cet épisode, là, sera vraiment pour les futurs journalistes, entrepreneurs, etc. sur des conseils. Et c'était vraiment complet et super. Alice, merci beaucoup pour ton temps et puis ce partage, ce retour d'expérience. Tu as parlé de deux trois recommandations peut-être, donc je pourrais mettre sur l'épisode, et puis on de tout ce dont on a parlé, les liens et les programmes aussi de Sciences Po, que ce soit donc pour des jeunes journalistes ou même des masters pour la reconversion. Exécutif, comme on dit. Exécutif, c'est le terme que je cherchais. Merci beaucoup Alice, je te souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Portez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.